T'es-tu déjà demandé pourquoi nous désirons souvent exactement ce que nous ne pouvons pas avoir? Comment l'indifférence peut-elle réveiller plus de désir que la poursuite constante? La psychologie inverse n'est pas seulement une tactique manipulatrice, c'est une force puissante enracinée dans notre propre nature humaine. Lorsqu'elle se combine avec la sagesse millénaire du stoïcisme, elle devient un outil transformateur pour les relations. Imagine maîtriser l'art d'attirer par le détachement, de conquérir par l'indépendance émotionnelle. Ce n'est pas un jeu, mais une compréhension profonde de l'esprit humain et de la façon dont nos impulsions fonctionnent. Dans cette vidéo, tu découvriras la méthode secrète qui transforme le rejet en obsession, la froideur en fascination et l'indifférence en désir incontrôlable. Une technique si puissante que, une fois maîtrisée, elle changera à jamais ta manière de te lier aux autres. Souhait et distance. As-tu déjà remarqué comment nous voulons davantage ce qui est hors de notre portée? C'est presque instinctif. Lorsqu'une personne est totalement disponible, l'intérêt a tendance à diminuer naturellement. C'est une réaction qui se produit sans que nous en soyons conscients. En revanche, lorsque nous ressentons que quelque chose ou quelqu'un est éloigné, notre cerveau crée une obsession pour conquérir ce qui semble inatteignable. Ce comportement est enraciné dans notre nature la plus basique. Nous valorisons davantage ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir. Dans le domaine des relations, cette vérité devient encore plus évidente. Lorsque nous montrons trop d'intérêt pour quelqu'un, nous finissons souvent par l'éloigner. Ce n'est pas parce que l'intérêt est mauvais, mais parce que nous supprimons l'espace nécessaire pour que le désir puisse croître. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec trop de force. Plus nous serrons, plus elle s'échappera entre nos doigts. C'est ici que la psychologie inverse entre en jeu. Créer une distance saine réveille la curiosité et augmente la valeur perçue. Les philosophes stoïciens comprenaient déjà ce principe il y a plus de 2000 ans. Ils pratiquaient le détachement non pas comme une forme de manipulation, mais comme un chemin vers la paix intérieure. Lorsque tu ne dépends pas de la réponse ou de l'approbation de l'autre pour te sentir bien, tu deviens naturellement plus attractif. C'est le paradoxe du détachement. Moins tu as besoin de quelqu'un, plus cette personne se sent attirée par toi. Pense aux relations que tu as eues. Probablement, les moments où tu étais le plus centré sur ta propre vie, tes objectifs et tes plaisirs, étaient ceux où tu as éveillé le plus d'intérêt chez les autres. Cela se produit parce que nous transmettons une énergie de plénitude, de totalité. Nous ne cherchons pas désespérément à combler un vide avec la présence de quelqu'un. La distance émotionnelle stratégique ne signifie pas être froid ou véritablement indifférent, c'est simplement laisser de l'espace pour que l'autre puisse te manquer, pour qu'il prenne conscience de ta valeur. C'est comme la marée qui s'éloigne de la plage pour revenir plus forte plus tard. Ce mouvement de va-et-vient crée de la tension, et c'est à partir de cette tension que naît le désir. Appliquer ce principe signifie comprendre qu'il est parfois nécessaire de faire un pas en arrière pour que l'autre puisse en faire deux en avant. En pratique, cela peut signifier prendre un peu plus de temps pour répondre aux messages, ne pas être toujours disponible, avoir ta propre vie indépendamment de la relation. Ce sont de petites attitudes qui maintiennent vive la flamme de l'intérêt. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et bien sûr au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Beaucoup de gens commettent l'erreur de tenter de combler tous les silences, de vouloir contrôler toutes les situations. Ils finissent par étouffer la relation avant qu'elle n'ait la chance de s'épanouir. Le stoïcisme nous enseigne à accepter que tout n'est pas sous notre contrôle. Lorsque nous appliquons cette philosophie aux relations, nous cessons de chercher à forcer les résultats et commençons à nous laisser guider par le processus naturel d'attraction. La vérité est que nous désirons toujours ce que nous n'avons pas. C'est une partie de la condition humaine. Lorsque tu comprends ce principe et que tu commences à l'utiliser consciemment, tu ne manipules pas. Tu travailles simplement avec les lois naturelles de l'attraction humaine. Souviens-toi,
L'objectif n'est pas de jouer à des jeux émotionnels ni de blesser quelqu'un. Il s'agit de créer un espace sain où le désir peut croître de manière naturelle. C'est offrir à l'autre la possibilité de te manquer, de valoriser ta présence, précisément parce que ton absence se fait sentir. La prochaine fois que tu sentiras l'envie d'envoyer plusieurs messages à la suite, de rappeler constamment ou d'être totalement disponible, respire profondément et recule un peu. Offre-toi à toi-même et à l'autre le cadeau de la distance. Laisse le désir se développer dans l'espace entre vous. Comme un fleuve qui rencontre une roche sur son chemin, l'intérêt grandit souvent lorsqu'il rencontre de petits obstacles. Ce n'est pas un conseil à utiliser uniquement au début d'une relation. Même dans les relations longues, maintenir sa propre identité, avoir des intérêts personnels et préserver son indépendance sont des moyens de maintenir vivant le désir. Lorsque tu es une personne complète par toi-même, tu deviens infiniment plus intéressant aux yeux de l'autre. Il existe une force invisible qui nous attire vers des personnes qui ne montrent pas le besoin de notre approbation. C'est presque magnétique. Quand quelqu'un agit comme s'il ne nous avait pas besoin, nous nous demandons automatiquement pourquoi. Qu'est-ce qui est spécial chez cette personne? Cette curiosité déclenche un processus d'attraction que nous ne comprenons souvent pas rationnellement. C'est l'attraction cachée, celle qui se développe derrière les scènes de la conscience. Le principe stoïque de l'autosuffisance émotionnelle est directement lié à ce phénomène. Lorsque tu cultives un esprit fort et équilibré qui ne dépend pas de la validation externe constante, tu deviens naturellement plus attractif, non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu ne mets pas toute ta joie entre les mains d'une autre personne. Cette posture transmet de la sécurité et éveille l'intérêt. Pense aux personnes qui t'ont le plus attiré dans ta vie. Probablement étaient-elles des personnes qui avaient quelque chose de mystérieux, qui ne se sont pas révélées complètement d'un coup, des personnes qui avaient une vie propre remplie d'intérêt et de passion qui allaient au-delà de la relation avec toi. C'est l'essence de l'attraction cachée, le pouvoir de maintenir l'intérêt des autres grâce à ton intégrité personnelle. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je désire être aimé ». La psychologie inverse fonctionne précisément parce qu'elle touche notre besoin inné de conquête. Quand nous sentons que nous ne possédons pas quelque chose de garanti, notre cerveau commence à travailler pour l'obtenir. C'est comme si nous activions un mode chasseur mental qui ne s'arrête pas avant d'avoir ce qu'il veut. Les stoïciens comprenaient cela depuis des siècles et pratiquèrent le détachement émotionnel comme un moyen de renforcer l'esprit. Pour appliquer ce principe dans la pratique, commence par réduire le temps que tu passes à essayer de plaire aux autres. Concentre-toi sur la construction d'une vie intéressante et satisfaisante par toi-même. Développe des passe-temps, cultive des amitiés, travaille sur des projets qui te passionnent. Lorsque tu es vraiment engagé dans ta propre vie, tu deviens naturellement plus attractif pour les autres. Il existe une différence cruciale entre jouer à des jeux émotionnels et être émotionnellement indépendant. La première attitude provient de l'insécurité et de la peur, la seconde de la force intérieure et de la connaissance de soi. Ce que nous recherchons ici, c'est la deuxième option. Une posture authentique de quelqu'un qui connaît sa propre valeur et n'a pas besoin qu'on le rassure constamment. La plupart des gens commettent l'erreur de montrer toutes leurs cartes dès le début d'une relation, de révéler tous leurs sentiments, de mettre à disposition tout leur temps, de renoncer à leur routine et à leurs intérêts. Cela peut paraître romantique au début, mais cela réduit rapidement la curiosité et l'intérêt de l'autre. L'attraction cachée fonctionne selon le principe opposé. Se dévoiler progressivement, garder un certain mystère. Les stoïciens nous enseignent que nous devons contrôler uniquement ce qui est sous notre pouvoir. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments d'une autre personne, mais nous pouvons contrôler notre comportement et nos réactions face aux situations. Lorsque tu cesses d'essayer de contrôler les sentiments des autres et que tu commences à prendre soin de ta propre posture, paradoxalement, tu deviens plus attrayant. Une technique simple pour cultiver l'attraction cachée est de pratiquer le silence stratégique, en remplissant un moment de silence au lieu de le combler constamment de mots. Apprends à te sentir à l'aise avec les pauses dans la conversation. Ces pauses créent un espace pour que l'autre pense à toi, de manière à éveiller sa curiosité sur ce qui se passe dans son esprit. Le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, peut être bien plus puissant qu'un discours. Une autre manière d'appliquer ce principe est d'éviter de répondre immédiatement à tous les messages ou invitations,
non pas par jeu, mais parce que tu as réellement une vie occupée et intéressante. Lorsque tu montres que ton temps est précieux, les autres commencent naturellement à valoriser davantage les moments passés avec toi. La véritable attraction cachée ne provient pas de technique ou de stratégie, mais d'un état interne de confiance et de complétude. Lorsque tu te sens vraiment bien avec toi-même, cette énergie devient irrésistible pour les autres. Les gens ressentent quand quelqu'un est en paix avec lui-même, et cela suscite une curiosité naturelle sur ce que cela pourrait être de faire partie de la vie de cette personne. Rappelle-toi toujours que l'objectif n'est pas de manipuler quelqu'un pour qu'il t'aime. Il s'agit d'être tellement complet et équilibré que ta présence dans la vie de l'autre soit perçue comme un ajout positif et non comme un besoin désespéré. L'attraction la plus puissante est celle qui ne doit pas être forcée. Elle existe simplement, pulsant silencieusement sous la surface des interactions quotidiennes. Le jeu inversé est exactement ce que son nom suggère, faire l'opposé de ce que l'on attendrait dans une relation. En général, lorsque nous sommes intéressés par quelqu'un, nous montrons clairement cet intérêt. Nous appelons, envoyons des messages, faisons des invitations et prêtons attention tout le temps. Le jeu inversé propose une approche différente, fondée sur les principes stoïciens d'autocontrôle et de modération. Au lieu de poursuivre, tu te retires stratégiquement. Imagine que tu viennes de rencontrer quelqu'un qui t'intéresse. L'impulsion naturelle serait de rechercher constamment le contact, mais le jeu inversé te suggère de faire l'inverse. Montre un intérêt modéré, maintiens ta routine et ne cancelle pas tes rendez-vous pour voir cette personne. Cette posture crée un puissant effet psychologique. Au lieu de te poursuivre, l'autre commence à se demander pourquoi il ne reçoit pas l'attention attendue. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de feindre l'indifférence ou d'être impoli, mais simplement de ne pas mettre l'autre au centre de ton univers dès le début. Les stoïciens enseignaient que nous devions maintenir un équilibre émotionnel en toutes circonstances, et cela inclut les nouvelles relations. Lorsque tu maintiens cet équilibre, tu te distingues naturellement dans un monde où la plupart des gens agissent sous l'impulsion. L'une des raisons pour lesquelles le jeu inversé fonctionne si bien est qu'il déclenche notre instinct compétitif. Lorsque quelqu'un ne montre pas une nécessité extrême de nous, nous commençons automatiquement à nous efforcer davantage pour gagner l'attention de cette personne. C'est une réaction presque automatique du cerveau humain. Nous voulons conquérir ce qui semble plus difficile à obtenir. Pour appliquer le jeu inversé de manière saine, commence par évaluer comment tu te comportes habituellement dans les relations. Si tu as tendance à être très disponible, essaie de réduire un peu cette disponibilité. Si tu réponds habituellement immédiatement aux messages, tu pourrais attendre quelques heures avant de répondre. De petits changements comme ceux-ci peuvent déjà faire une grande différence dans la dynamique de la relation. Les philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, soutenaient que nous devions être maîtres de nos propres réactions. Lorsque nous appliquons ce principe aux relations, nous cessons de réagir automatiquement aux attitudes de l'autre et commençons à agir de manière plus consciente et stratégique. Le jeu inversé est au fond une application pratique de ce principe philosophique. Une erreur courante que beaucoup de personnes commettent est qu'elles ont besoin de dissimuler complètement leur intérêt pour que le jeu inversé fonctionne. Cependant, il est presque aussi important de montrer un peu d'intérêt. Le secret est de ne pas montrer un intérêt tel qu'il élimine le défi. C'est comme la pêche. Tu as besoin d'un appât attrayant, mais si tu attrapes immédiatement le poisson, il n'y a aucun jeu. En pratique, cela signifie équilibrer les moments de proximité avec des moments de distance. Par exemple, tu peux avoir une conversation profonde et connecter avec quelqu'un, montrer un intérêt sincère, mais ensuite prendre une pause du contact, créant ainsi un espace pour que le désir et la curiosité se développent. Ce mouvement de va-et-vient crée une tension agréable qui maintient l'intérêt en vie. Une autre façon d'appliquer le jeu inversé est à travers la technique du oui et non. Lorsque tu alternes entre disponibilité et manque de disponibilité, tu crées un modèle imprévisible qui garde l'autre personne toujours intéressée. Un jour, tu acceptes une invitation, le lendemain tu dis que tu as d'autres projets, non pas pour manipuler, mais parce que tu as vraiment une vie au-delà de cette relation. Il est important de se rappeler que le jeu inversé ne doit pas être utilisé comme une forme de vengeance ou pour blesser quelqu'un.
L'objectif est de créer une dynamique saine où les deux peuvent se valoriser mutuellement et non d'établir un champ de bataille émotionnel. La philosophie stoïcienne a toujours mis l'accent sur l'importance de l'éthique dans toutes les actions et dans les relations à long terme. Le jeu inversé peut être une manière de raviver la flamme du désir. Souvent, la routine et la prévisibilité finissent par diminuer l'intérêt. Lorsque tu réintroduis un élément d'imprévisibilité et de mystère, tu réveilles naturellement la curiosité de ton partenaire. C'est comme redécouvrir quelqu'un que tu croyais connaître parfaitement. Ce qui est le plus intéressant dans le jeu inversé, c'est que lorsqu'il est pratiqué correctement, il bénéficie aux deux parties. La personne qui applique le principe développe un meilleur autocontrôle et une indépendance émotionnelle, tandis que l'autre personne a l'opportunité de manquer et de véritablement apprécier la relation. C'est une situation où tout le monde gagne, tant qu'il y a du respect et de l'éthique dans le processus. La liberté intérieure est la base de tout le processus de transformation de l'indifférence en désir. Sans elle, toute technique de psychologie inversée devient une simple manipulation vide. Ce que nous recherchons ici est quelque chose de bien plus profond. La capacité véritable de ne pas dépendre émotionnellement de la réponse de l'autre. C'est la véritable essence du stoïcisme appliqué aux relations. Lorsque nous parlons de liberté intérieure, nous parlons de la capacité de rester en paix indépendamment de la réaction des autres. C'est cet état mental où tu peux beaucoup apprécier quelqu'un, vouloir être avec lui, mais sans transformer cela en un besoin désespéré qui contrôle tes émotions. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je désire le véritable amour ». Les stoïciens appelèrent cela l'ataraxie, la tranquillité de l'âme qui provient du détachement sain. Pour développer cette liberté, le premier pas est de comprendre que ta valeur ne dépend pas de l'approbation ou du désir d'une autre personne. Souvent, nous entrons dans des relations en portant des insécurités et en espérant que l'autre les guérira. Cela crée une dépendance émotionnelle qui, ironiquement, finit par éloigner la personne dont nous voulons l'approbation. La liberté intérieure se construit à travers de petites pratiques quotidiennes. Commence à observer tes pensées lorsque tu es anxieux de recevoir une réponse. Le reconnaître. Demande-toi ce que je cherche ici. Pourquoi ai-je autant besoin de cette validation? Cette remise en question en elle-même initie un processus de détachement sain. Une technique pratique pour développer la liberté intérieure est ce que les stoïciens appelaient la contemplation de la séparation. Imagine que la personne qui t'intéresse ne corresponde tout simplement pas à tes sentiments. Visualise cela clairement. Comment te sentirais-tu? Que ferais-tu? Quelles ressources internes activerais-tu pour avancer? Cet exercice renforce ta capacité à accepter tout résultat sans désespoir. La plupart des gens entrent en relation avec tant d'attentes et de besoins insatisfaits qu'ils finissent par étouffer toute possibilité de connexion véritable. La liberté intérieure crée l'espace nécessaire pour qu'une relation saine fleurisse de manière naturelle, sans pression ni exigences excessives. Il est important de comprendre que développer la liberté intérieure ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Au contraire, lorsque tu n'es pas constamment préoccupé par le rejet ou l'abandon, tu peux être bien plus présent et connecté au moment que tu partages avec l'autre. Paradoxalement, le détachement sain permet des connexions plus profondes et authentiques. Les philosophes stoïciens enseignaient que nous devions nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler si quelqu'un nous aimera ou nous désirera, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons face à cela. Lorsque nous intériorisons cette vérité, nous cessons d'essayer de manipuler les sentiments des autres et commençons à travailler sur notre propre mentalité, le seul territoire où nous avons véritablement du pouvoir dans la pratique quotidienne. Développer la liberté intérieure signifie arrêter de vérifier obsessivement les messages, d'analyser chaque mot prononcé par l'autre, de créer des histoires dans ton esprit sur ce que l'autre pourrait penser. C'est se concentrer sur ta propre vie, tes propres objectifs et plaisirs, indépendamment de la relation. Une des manifestations les plus claires du manque de liberté intérieure est l'excès de jalousie. Lorsque nous sommes constamment préoccupés par qui est plus intéressé par la personne que nous voulons, nous montrons de l'insécurité et de la dépendance. La véritable liberté vient quand nous pouvons penser. Si cette personne choisit quelqu'un d'autre, cela reflète ses préférences, pas ma valeur en tant qu'être humain.
Les relations les plus saines et durables sont formées par deux personnes qui possèdent la liberté intérieure. Chacune a sa propre vie, ses propres intérêts et valeurs, et choisit de partager une partie de son parcours, non pas par nécessité ou peur, mais par un choix conscient et libre. C'est la base d'une attraction véritable et durable. Beaucoup de personnes ont peur que développer la liberté intérieure signifie perdre l'intensité des sentiments. La réalité est exactement l'inverse. Lorsque tu n'es pas constamment anxieux ou incertain, tu peux expérimenter des émotions bien plus profondes et authentiques. C'est comme apprécier un paysage. Tu peux le voir beaucoup mieux lorsque tes yeux sont tranquilles, pas lorsqu'ils sont agités ou embués de larmes. La liberté intérieure est un travail continu, pas une fin en soi. Même les stoïciens les plus sages reconnaissaient que c'était une pratique quotidienne, un engagement constant envers soi-même. Il y aura des jours où tu te sentiras complètement libre et d'autres où les anciennes insécurités ressurgiront à la surface. L'important est de reconnaître ce processus et de continuer à pratiquer le détachement sain. La vertu silencieuse est un concept puissant dans le stoïcisme, capable de transformer complètement la dynamique des relations. Elle représente la force qui réside dans le fait de ne pas proclamer ses qualités, mais de les démontrer par des actions cohérentes. Lorsque nous appliquons ce principe, nous laissons nos actions parler pour nous, au lieu de tenter de convaincre les autres de notre valeur avec des mots vides. Dans le monde des relations, nous sommes constamment tentés de vendre une image de nous-mêmes. Nous parlons de nos réalisations, montrons nos meilleurs angles sur les photos, racontons des histoires pour sembler intéressants. La vertu silencieuse propose une approche complètement différente. Être véritablement bon, digne de confiance et précieux, sans avoir à l'annoncer au monde. Imagine la différence entre quelqu'un qui dit constamment « tu peux me faire confiance » et quelqu'un qui agit simplement de manière fiable dans chaque situation, sans jamais le mentionner. La deuxième personne suscite naturellement beaucoup plus d'admiration et de désir. Cela s'explique par le fait que notre cerveau valorise bien plus les preuves que les déclarations. Lorsqu'on voit quelqu'un démontrer constamment des qualités sans fanfare, quelque chose en nous se sent naturellement attiré. Les philosophes stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle vivaient selon ce principe. Ils croyaient que les vertus devaient être pratiquées pour leur propre bien, non pour la reconnaissance qu'elles pouvaient apporter. Cette posture crée une solidité de caractère qui est perçue automatiquement par les autres, générant respect et admiration de manière naturelle, sans effort. Dans la pratique, appliquer la vertu silencieuse signifie cesser de tenter d'impressionner les autres. Arrête de mentionner tes réalisations à moins qu'on ne te les demande directement. Cesse de publier constamment sur chaque bon moment de ta vie. À la place, concentre-toi sur le fait de bien vivre, d'être une personne intègre, et laisse les autres s'en rendre compte par eux-mêmes. Une des raisons pour lesquelles la vertu silencieuse est si attrayante, c'est que nous vivons dans un monde de promotion de soi constante. Les réseaux sociaux, les applications de rencontres et même les conversations informelles sont souvent utilisées comme des plateformes pour nous vendre. Lorsque quelqu'un brise ce schéma en étant véritablement modeste, il se distingue automatiquement et éveille la curiosité. Il y a un vieux dicton qui dit « Un homme vide est aussi fort qu'un tambour ». Cela signifie que les personnes qui se sentent incertaines de leur propre valeur ont tendance à parler plus fort, à attirer plus l'attention sur elles-mêmes. Ceux qui savent réellement ce qu'ils valent n'en ont pas besoin. Cette sécurité silencieuse est profondément attractive, car elle transmet de la force et de l'authenticité. Pour appliquer la vertu silencieuse dans les relations, commence par pratiquer l'art d'écouter plus que de parler. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par l'idée de paraître intéressants que nous oublions d'être intéressés. Lorsque tu montres un véritable intérêt pour l'autre, que tu poses des questions significatives et écoutes attentivement, tu crées une connexion beaucoup plus profonde que si tu parlais de toi-même. Une autre application pratique consiste à tenir tes promesses sans en faire toute une histoire. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le simplement sans avoir à rappeler constamment à l'autre que tu tiens ta parole. Cette constance tranquille génère de la confiance et de l'étonnement d'une manière que 1000 mots ne pourraient refaire. Les stoïciens pratiquaient également ce qu'ils appelaient « vivre selon la nature », ce qui signifiait vivre de manière authentique et en accord avec les véritables valeurs. Lorsque nous appliquons cela aux relations, cela signifie ne pas prétendre être quelqu'un d'autre pour impressionner quelqu'un.
L'authenticité, même si elle nous montre imparfaits, est bien plus attirante qu'une perfection fabriquée. Dans un monde où tout le monde veut être vu, être quelqu'un qui observe avec attention devient une qualité rare et précieuse. La personne qui pratique la vertu silencieuse n'a pas besoin d'être le centre de l'attention. Elle n'a pas besoin de dominer toutes les conversations. Cette tranquillité transmet une confiance qui éveille naturellement l'intérêt et l'attraction. Cela ne signifie jamais parler de soi-même ou cacher ses qualités. C'est une question d'équilibre et d'intention. Partage des aspects de ta vie quand cela est naturel et approprié, mais pas dans le but constant d'impressionner ou d'obtenir de l'approbation. Une puissante manifestation de la vertu silencieuse est la capacité de recevoir des critiques sans devenir défensif. Lorsque quelqu'un nous signale quelque chose que nous pouvons améliorer et que nous l'acceptons avec calme et ouverture, nous montrons une sécurité intérieure qui est extrêmement attractive. Cette attitude transmet que nous sommes plus engagés dans la croissance que dans l'ego. Dans les relations romantiques, la vertu silencieuse crée un espace pour que le désir grandisse naturellement. Lorsque nous ne cherchons pas constamment à valider ou à obtenir l'approbation des autres, nous créons un mystère sain qui maintient l'intérêt vivant, comme un livre qui révèle ses secrets peu à peu, et non un livre qui donne tout dès les premières pages. La véritable vertu silencieuse vient de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas une technique ou une stratégie, mais un reflet de qui tu es vraiment. Le travail le plus important est le développement personnel, devenir quelqu'un dont les qualités sont si solides qu'elles n'ont pas besoin d'être annoncées. Quand tu es vraiment bon, les gens s'en aperçoivent, même si tu ne dis rien. Le contrôle sans contrôle est un art subtil que peu de gens maîtrisent. C'est la capacité de guider des situations sans que cela ne semble qu'on essaie de les contrôler. C'est le principe du contrôle sans contrôle, l'une des applications les plus puissantes de la psychologie inversée dans les relations. Cela consiste à créer les conditions nécessaires pour que quelque chose se produise naturellement, sans forcer ni manipuler. Dans le contexte des relations, contrôler sans contrôler signifie mettre de côté le besoin de dicter chaque étape de la relation. Au lieu de cela, tu crées un environnement propice pour que la connexion se développe d'elle-même. C'est comme un jardinier qui prépare la terre, plante la graine et arrose régulièrement, mais qui comprend qu'il ne peut pas forcer la plante à grandir en la tirant. Les stoïciens avaient un principe appelé amor fati, aimer son destin. Ils croyaient que nous devions accepter ce qui est hors de notre contrôle et nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvions influencer. Dans les relations, cela signifie comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments de l'autre, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous nous présentons et comment nous réagissons aux situations. Un exemple pratique de ce principe est la façon dont nous abordons les conflits. Au lieu de tenter de forcer l'autre à être d'accord avec nous, nous pouvons poser des questions qui nous mènent naturellement à la conclusion à laquelle nous aimerions qu'ils arrivent. Au lieu de dire « tu as tort », nous pouvons demander « qu'est-ce que tu penses qu'il se passerait si nous essayions une autre approche ?» Cette technique permet à la personne de parvenir à la conclusion par elle-même. Contrôler sans contrôler signifie également comprendre le pouvoir de l'espace et du silence. Lorsque nous laissons des pauses dans la conversation, quand nous ne remplissons pas chaque moment de mots ou d'actions, nous créons un vide qui attire naturellement l'autre pour le remplir. C'est comme une danse dans laquelle parfois tu dois faire un pas en arrière pour que ton partenaire puisse avancer. Une erreur courante que beaucoup de gens commettent est de tenter d'accélérer le processus de connexion. Ils veulent définir rapidement la relation, avoir des garanties, des certitudes. Le contrôle sans contrôle propose le contraire, laisser les choses évoluer à leur rythme sans pression. Paradoxalement, cette attitude accélère souvent la connexion car elle élimine les résistances naturelles. Les philosophes stoïciens enseignaient que la véritable liberté vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Lorsque nous appliquons cela aux relations, nous arrêtons d'essayer de façonner l'autre à notre image idéale et commençons à apprécier qui est réellement cette personne. Cette acceptation authentique est bien plus attractive que les tentatives constantes de changer quelqu'un. Dans la pratique, contrôler sans contrôler peut signifier suggérer plutôt qu'imposer, montrer plutôt que dire, inspirer plutôt que pousser. Par exemple, au lieu de dire à quelqu'un qu'il devrait lire un certain livre, tu pourrais mentionner comment ce livre a changé ta perspective, éveillant naturellement l'intérêt de la personne sans que cela ne semble être un ordre.
Une technique puissante dans ce principe est l'utilisation stratégique de la vulnérabilité. Lorsque nous montrons nos insécurités et nos peurs d'une manière contrôlée et appropriée, nous créons un espace sécurisé pour que l'autre s'ouvre également. Il ne s'agit pas d'une vulnérabilité excessive, mais de petites ouvertures qui invitent à l'intimité, sans l'exiger. Les relations les plus saines sont celles où personne ne tente activement de contrôler l'autre. Au contraire, les deux personnes créent un environnement où la connexion peut croître naturellement. C'est comme deux personnes marchant côte à côte vers un destin commun, plutôt que l'une d'elles tirant l'autre par le bras. Contrôler sans contrôler signifie également comprendre le pouvoir de l'exemple. Au lieu de dire à quelqu'un comment se comporter, montre-le par tes propres actions. Si tu veux plus d'honnêteté dans la relation, sois honnête. Si tu veux plus d'affection, offre de l'affection. Les gens sont bien plus influencés par ce qu'ils voient que par ce qu'ils entendent. Une manifestation subtile de ce principe est la capacité de faire sentir à l'autre que l'idée venait de lui, plutôt que d'imposer ta volonté. Tu plantes de petites suggestions et laisses la personne tirer ses propres conclusions. Cela satisfait le besoin humain d'autonomie et élimine la résistance naturelle que nous ressentons lorsque nous avons l'impression qu'on essaie de nous contrôler. Il est important de comprendre que contrôler sans contrôler n'est pas de la manipulation. La manipulation cherche un avantage unilatéral, tandis que ce principe cherche à créer des conditions pour que les deux personnes s'épanouissent ensemble. La différence réside dans l'intention et l'éthique derrière les actions. Les stoïciens ont toujours mis l'accent sur l'importance de la vertu dans toutes les interactions. La véritable maîtrise de ce principe survient lorsque tu comprends que souvent la meilleure façon d'obtenir ce que tu veux est de laisser aller le besoin de l'obtenir. Lorsque tu ne cherches pas désespérément à contrôler le résultat, les gens se sentent naturellement plus à l'aise de s'approcher. C'est la paradoxale vérité du contrôle. Moins tu essaies de forcer, plus tu as d'influence naturelle. Le vide a un pouvoir que peu comprennent. Dans le silence entre les mots, dans l'espace entre les rencontres, dans l'absence stratégique, il y a une force magnétique qui attire plus que 1000 mots ou gestes. C'est le pouvoir du vide, un concept profondément ancré dans la philosophie stoïque et l'une des armes les plus puissantes de la psychologie inversée dans les relations. Pense à la musique. Ce qui rend une mélodie percutante n'est pas seulement les notes jouées, mais aussi les pauses entre elles. Sans ces moments de silence, nous n'aurions que du bruit. Le même principe s'applique aux relations. Lorsque nous créons des espaces vides, nous donnons à l'autre l'occasion de nous manquer, de réfléchir à notre présence, de désirer notre retour. Les stoïciens comprenaient profondément la valeur du vide et pratiquaient régulièrement ce qu'ils appelaient le retrait intérieur, des périodes où ils se retiraient du monde extérieur pour trouver la clarté intérieure. Lorsque nous appliquons ce principe aux relations, nous comprenons que les moments de séparation ne diminuent pas la connexion. Au contraire, ils peuvent la renforcer de manière significative. Utiliser le pouvoir du vide signifie ne pas toujours être disponible, ne pas répondre immédiatement à chaque message, ne pas remplir chaque moment de mots quand vous êtes ensemble. Ce n'est pas par arrogance ou négligence, mais par respect pour l'espace naturel dont chaque relation saine a besoin pour respirer et grandir. Une façon simple d'appliquer ce principe est d'utiliser la technique de moins c'est plus. Au lieu d'envoyer 5 messages, envoyez-en un qui compte vraiment. Au lieu de parler pendant une demi-heure, dites quelque chose de significatif en 5 minutes. Au lieu de voir la personne tous les jours, ayez des rencontres moins fréquentes, mais plus profondes et mémorables. Cette approche crée un sentiment de valeur et de rareté qui intensifie naturellement le désir. Beaucoup de personnes ont peur du vide parce qu'elles confondent l'absence avec le désintérêt. Elles croient qu'elles doivent être constamment présentes pour maintenir l'intérêt de l'autre. La vérité, c'est exactement l'inverse. La présence constante conduit souvent à la dévalorisation. Lorsque quelque chose est toujours disponible, nous avons tendance à le prendre pour acquis. C'est la loi de l'offre et de la demande appliquée aux relations. Les philosophes stoïciens, comme Épictète, enseignaient que nous devrions apprendre à trouver satisfaction dans la solitude avant de chercher la connexion avec les autres. Lorsque nous appliquons cela dans la pratique, nous développons une relation saine avec le vide. Nous n'en avons pas peur et nous ne ressentons pas un besoin désespéré de le combler. Cette posture transmet une force intérieure qui est naturellement attirante.
Un exemple pratique du pouvoir du vide est la technique de la présence intermittente. Au lieu de maintenir un contact constant, alternez entre des périodes de connexion intense et des périodes de distanciation. Lorsque vous êtes présent, soyez totalement présent, attentif, intéressé, connecté. Lorsque vous êtes absent, soyez vraiment absent. Concentrez-vous sur votre propre vie et vos propres intérêts. Ce contraste crée une tension dynamique qui maintient l'intérêt en vie. Le vide peut aussi être utilisé pour créer du mystère. Lorsque vous ne révélez pas tout sur vous-même d'un coup, lorsque vous laissez de l'espace pour que l'autre découvre plus sur vous, vous éveillez peu à peu la curiosité. C'est comme un bon livre qui révèle ses secrets chapitre après chapitre, gardant le lecteur captivé jusqu'à la dernière page. Une manifestation puissante du vide est la capacité d'écouter sans essayer de résoudre ou de répondre immédiatement. Lorsque quelqu'un parle, beaucoup d'entre nous pensent déjà à ce que nous allons dire ensuite, préparant notre réponse. Au lieu de cela, essayez de laisser un espace de silence après que la personne ait fini de parler. Ce vide conduit souvent à des conversations plus profondes et significatives. Les relations les plus intenses sont celles qui respectent le rythme naturel de la proximité et de la distance, comme les marées qui avancent et reculent. La connexion humaine suit ses propres cycles naturels. Lorsque nous essayons de forcer une proximité constante, nous créons de la résistance. En acceptant et en travaillant avec ces cycles, nous permettons au désir de fleurir naturellement dans les espaces vides. Il est important de comprendre que le pouvoir du vide ne signifie pas négligence ou jeux émotionnels. Il ne s'agit pas d'ignorer la personne pendant des jours, puis de réapparaître comme si de rien n'était. Il s'agit d'une absence consciente et respectueuse, communiquée lorsque cela est opportun, et toujours équilibrée par des moments authentiques de connexion et de présence. Les stoïciens enseignaient également le concept de vivre en accord avec la nature, ce qui inclut respecter les cycles naturels de toute chose. Dans les relations, cela signifie comprendre qu'il y a des moments pour la proximité et des moments pour la distanciation, des moments pour les mots et des moments pour le silence. Lorsque nous respectons ces cycles, nous créons des relations plus équilibrées et satisfaisantes. Une technique avancée de ce principe est de créer des vides intentionnels, des espaces spécifiques dans la relation que vous laissez délibérément pour que l'autre les remplisse. Par exemple, vous pouvez laisser un sujet non terminé dans une conversation, créant ainsi un lien pour la prochaine rencontre. Ou vous pouvez mentionner un intérêt sans entrer dans les détails, laissant de l'espace pour des curiosités futures. La véritable maîtrise du pouvoir du vide survient lorsque vous comprenez que vous ne l'utilisez pas comme un outil de manipulation, mais comme un espace sacré pour que le désir et la connexion fleurissent naturellement. C'est comme un jardinier qui sait que les graines ont besoin d'eau et d'espace pour grandir. Vous travaillez simplement avec les lois naturelles de l'attraction humaine. La conquête stoïque représente le point culminant de la transformation de l'indifférence en désir. C'est le moment où tous les principes précédents se rejoignent dans une approche intégrée et puissante. Il ne s'agit pas seulement de conquérir l'autre, mais de se conquérir soi-même d'abord, ses peurs, ses insécurités et ses besoins de validation externe. Cette réussite intérieure est ce qui rend possible une véritable réussite dans le monde des relations. Les anciens philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, croyaient que la véritable victoire ne résidait pas dans le contrôle des autres ou des circonstances externes, mais dans le contrôle de ses propres émotions et réactions. Lorsque nous appliquons ce principe aux relations, nous arrêtons de tenter de manipuler ou de contrôler l'autre, et nous commençons à travailler sur notre propre posture mentale et émotionnelle. La conquête stoïque commence par l'acceptation radicale de la réalité. Accepter que nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à nous aimer ou à nous désirer. Accepter que l'autre a un libre arbitre et peut choisir de rester ou de partir. Accepter que nous n'avons aucun contrôle sur les sentiments des autres. Cette acceptation, paradoxalement, nous libère de l'anxiété constante et nous permet d'agir de manière beaucoup plus claire et efficace. Cela signifie aborder les relations avec une mentalité d'abondance et non de rareté. Lorsque vous croyez réellement qu'il existe de multiples possibilités pour des connexions significatives dans votre vie, vous devenez naturellement moins attaché à tout résultat particulier. Cette posture transmet une confiance profondément attrayante pour les autres. Un aspect clé de la conquête stoïque est le courage d'être vulnérable sans être dépendant.
Beaucoup de personnes confondent vulnérabilité avec faiblesse émotionnelle ou besoin. La vulnérabilité stoïque est différente. C'est la capacité de montrer ses vérités intérieures depuis une position de force et non de besoin désespéré. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditation malorum, la contemplation anticipée d'une adversité possible dans les relations. Cela signifie envisager à l'avance que la personne peut ne pas correspondre à vos sentiments et être émotionnellement préparé à cette possibilité. Lorsque vous avez contemplé le pire des cas et que vous savez que vous serez capable de le gérer, vous abordez la situation avec beaucoup plus de calme et de confiance. La conquête stoïque implique également un changement fondamental d'approche. Au lieu de vous concentrer sur être aimé, concentrez-vous sur être digne d'amour. Efforcez-vous de développer des qualités qui attirent naturellement les autres, non par vanité, mais par excellence personnelle. Cultivez le savoir, la sagesse, la bonté, l'intégrité, l'humour, la créativité. Ces qualités créent une attraction beaucoup plus profonde et durable que n'importe quelle technique ou stratégie. Une manifestation pratique de ce principe est la capacité de lâcher prise. Lorsque vous êtes tellement égocentrique que vous n'avez pas peur du rejet, vous pouvez faire le mouvement le plus puissant de tous, donner à l'autre la liberté totale de choisir. Dites, par des mots ou des attitudes, « Je suis intéressé par toi, mais je vais bien avec moi-même, indépendamment de ta réponse. » Cette posture élimine toute pression et crée un espace de libre choix, ce qui est extrêmement attrayant. Les relations les plus profondes commencent lorsque nous cessons de chercher quelqu'un pour combler nos vides et que nous commençons à chercher quelqu'un avec qui partager notre totalité. Ce changement de paradigme, de la carence à l'abondance, est le cœur de la conquête stoïcienne. On attire, non parce qu'on en a désespérément besoin, mais parce qu'on a quelque chose de précieux à offrir. Il est important de comprendre que la conquête stoïcienne ne signifie pas l'absence d'émotion ou de froideur. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer les émotions, mais à les transformer à travers la raison et la vertu. De la même manière, l'accomplissement stoïcien dans les relations ne signifie pas ne pas ressentir ou ne pas montrer ses sentiments, mais le faire depuis une base solide de connaissance de soi et de maîtrise de soi. Une technique puissante dans ce principe est ce que l'on pourrait appeler le détachement actif. Il ne s'agit pas simplement d'ignorer ou de feindre l'indifférence, mais d'un état mental où l'on est complètement engagé dans le moment présent avec l'autre personne, en appréciant sincèrement la connexion, sans pour autant avoir un attachement névrotique au résultat ou au futur. Cette présence totale, combinée au détachement, est profondément attractive car elle est extrêmement rare dans le monde d'aujourd'hui. L'accomplissement stoïcien implique également de comprendre la différence entre la valeur et la validation. Lorsque nous basons notre sens de la valeur sur la validation externe, éloge, attention, approbation, nous devenons émotionnellement dépendants. L'approche stoïcienne consiste à baser notre sens de la valeur sur nos propres vertus et actions, peu importe qu'elles soient reconnues ou non par les autres. Cette indépendance émotionnelle est paradoxalement bien plus attractive que la quête constante de validation. Les philosophes stoïciens croyaient que nous devrions vivre en accord avec notre nature la plus élevée, la capacité de raisonner, de pratiquer la vertu et d'atteindre l'excellence morale. Lorsque nous appliquons cela aux relations, cela signifie agir toujours avec intégrité, respect et considération véritable pour le bien-être de l'autre, et non pas uniquement pour nos propres désirs ou besoins. Cette posture éthique crée une attraction fondée sur un profond respect et non sur un désir passager. Finalement, le véritable accomplissement stoïcien est une victoire intérieure. C'est la capacité de maintenir l'équilibre émotionnel, indépendamment de la réponse de l'autre. C'est savoir que tu as le pouvoir de choisir tes réactions dans n'importe quelle situation. C'est la liberté qui découle du fait de comprendre que ton bonheur ne dépend jamais d'une autre personne, mais toujours de ta propre posture mentale. Et ironiquement, c'est précisément cette liberté intérieure qui devient ta qualité, magnifiquement, la plus attractive. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps. Prends soin de toi et à bientôt.